Mais pourquoi votre enfant n'est-il plus motivé? Et pour ça, il faut que vous compreniez quels sont les mécanismes intrinsèques de la motivation. On va essayer de créer un modèle pour que vous puissiez l'utiliser et le mettre en place dans votre vie de tous les jours. La motivation extrinsèque à régulation identifiée. C'est la motivation intrinsèque. La dernière fois, on s'était donc intéressé à qu'est-ce que la motivation et comment expliquer ces mécanismes intrinsèques. Et on avait compris qu'on pouvait classer différents types de motivation sur un axe qu'on avait appelé le continuum de la motivation. Et surtout, que plus il était haut sur ce continuum, plus sa motivation serait stable et autonome, et donc plus ça servira pour sa réussite professionnelle et scolaire. Et dans cette vidéo, on va plutôt essayer de comprendre quels sont les systèmes, quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir l'aider justement à grimper dans ce continuum-là. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant ça fait 3 ans que je donne des cours particuliers en sciences et en mathématiques à des élèves pour qu'ils puissent réaliser leurs projets et leur potentiel. Et c'est dans ce cadre que je continue à faire des recherches en pédagogie, psychologie et neurobiologie et que j'en profite pour partager mes découvertes pour que vous aussi, vous puissiez mettre en place les stratégies essentielles à l'épanouissement de votre enfant. Et on va tout de suite s'intéresser au premier principe à mettre en place pour pouvoir réussir à faire ça. Et ça va être donc le besoin d'autonomie. Ce besoin d'autonomie et d'autodétermination est clé dans la théorie de la motivation de Ryan et Deci. Et pour visualiser ça, on va s'intéresser à une expérience qu'avait fait Deci à l'université de Rochester en 1971. Il avait demandé à 2 groupes d'adultes de réaliser des puzzles qui avaient été jugés bien sûr intéressants avant, sinon ça voulait pas dire grand chose de faire cette expérience. Lors d'une première phase de l'expérience, les 2 groupes doivent réaliser des puzzles durant un temps imparti, sans objectif particulier. Là, ça devient vraiment intéressant dans cette expérience, c'est lors de la deuxième phase. Lors de la deuxième phase, il va promettre au premier groupe $1 pour chaque puzzle réalisé, alors qu'à l'autre groupe, il lui promet rien du tout. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe si on vous propose une récompense salariale? Le groupe à qui on avait promis $1 pour chaque puzzle réalisé a forcément réalisé beaucoup plus que le groupe qui faisait ça juste pour le plaisir. On peut très bien le voir sur le diagramme que les personnes qui ont été récompensées par de l'argent ont passé plus de temps à faire des puzzles et ont réalisé plus de puzzles. Mais c'est lors de la troisième période que l'expérience devient vraiment intéressante. Durant cette période, les chercheurs disent qu'ils vont devoir s'absenter et invitent les participants à occuper leur temps soit en faisant des puzzles, soit en lisant des magazines ou en faisant rien du tout. Durant cette phase-là, ils vont être observés à leur insu dans le but de savoir s'ils vont continuer à faire des puzzles ou s'ils vont plus du tout en faire. Et là aussi, les résultats sont criants. Les personnes à qui on avait promis une récompense salariale lors de la deuxième phase ont passé beaucoup moins de temps à faire des puzzles que les personnes à qui on n'avait rien promis lors de la deuxième phase. Que veulent dire ces résultats? Comment on pourrait interpréter ces résultats? En fait, le groupe à qui on avait promis de l'argent, tout d'un coup, n'est plus capable de pouvoir réaliser ce puzzle juste pour le plaisir de réaliser le puzzle. Alors que le groupe qui ne fait ça que pour le plaisir depuis le début a continué à faire ça pour le plaisir. Si on reprend la définition de la motivation intrinsèque comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est-à-dire le fait que la motivation existe rien que pour le plaisir de réaliser la tâche, on peut en conclure que le groupe qui a gagné $1 par puzzle a eu une baisse de sa motivation intrinsèque, alors que l'autre n'a pas observé cette baisse-là. Cette expérience nous montre donc 2 points primordiaux. Certes, la récompense a permis d'avoir une augmentation drastique des performances lors de la deuxième phase, mais par contre, cette même récompense a provoqué une baisse dans la motivation intrinsèque. On peut donc voir la récompense comme un espèce de levier à double tranchant pour essayer de motiver votre enfant. Ça va certes peut-être lui permettre d'augmenter ses performances un temps, mais par contre ça risque de détruire sa motivation intrinsèque. C'est donc notre premier réflexe qui est vouloir de donner des récompenses pour pouvoir essayer de motiver un élève, c'est pas forcément le meilleur des réflexes. Mais pourquoi cette donnée complètement contre-instinctive? Pourquoi le fait de donner une récompense va tuer la motivation intrinsèque de nos enfants? D'après Deci, dans cette expérience, ce qui tue la motivation intrinsèque des participants, c'est parce que la récompense est perçue comme une tentative de contrôle. La récompense est un contrôle, une façon d'encourager le comportement qui est jugé positif par les chercheurs. Et c'est donc notamment cette expérience, parmi bien d'autres, qui a permis à Deci de parler du besoin d'autonomie dans la motivation. Ça peut paraître un peu subtil et tiré par les cheveux qu'une récompense est une tentative de contrôle, mais c'est clairement ce que c'est. Quand on récompense un élève pour un comportement qu'on juge positif, on essaye de changer son comportement. Et ce besoin d'autonomie, il a été montré par plein d'expériences. On va s'intéresser notamment ici à une expérience faite par Lepère et Green en 1975, basée à peu près sur le même raisonnement que la première expérience. La différence ici, c'est qu'on ne va pas s'intéresser à des adultes, mais plutôt à des enfants. Ici, c'est des enfants qui étaient en primaire. Et pareil, on va leur demander de faire des puzzles. Et ici, ce qu'on va observer, c'est pas l'influence d'une expérience, mais l'influence de la surveillance. C'est-à-dire qu'il y a des enfants
à qui on va mettre une caméra pendant qu'ils sont en train d'essayer de faire le puzzle, et on va regarder ce que ça joue, comment ça joue sur leur motivation intrinsèque. Et ici pareil, il n'y a pas photo, les enfants qui ont une caméra braquée sur eux pendant qu'ils font les puzzles ont une motivation intrinsèque qui est largement diminuée. Dans cette expérience, la tentative de contrôle, elle est clairement évidente. Avoir une caméra braquée sur soi, on peut le vivre forcément comme une contrainte, et c'est comme ça que l'ont vécu les enfants. Donc, il faut que ça fasse réfléchir les parents qui veulent jouer Big Brother avec leurs enfants, et qui ne les laissent pas respirer, avoir un minimum d'autonomie. Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer grâce à ce besoin d'autonomie? Quelles sont les conclusions qui vont nous aider à bâtir et à construire une stratégie pour pouvoir motiver notre enfant? Ces expériences nous montrent bien que toute tentative de contrôle ou de contrainte extérieure vont diminuer la motivation des enfants. Certes, on peut observer une amélioration grâce à la récompense, mais ça va se faire au détriment de l'autonomie et de la persévérance de la motivation des enfants. Et si ça se fait au détriment de la stabilité et de la solidité de la motivation, ça veut dire qu'il va falloir continuellement être là pour apporter de l'énergie, apporter un sentiment de contrôle à l'enfant pour qu'il continue à fournir des efforts. Et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, ça va être ni agréable pour vous, ni agréable pour votre enfant. Et en plus de cela, l'autonomie, c'est une compétence primordiale à maîtriser. Si on n'est pas autonome, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler tout seul, ça veut dire qu'on n'arrive pas à gérer sa motivation, son énergie pour se mettre au travail. Et donc si vous voulez aider votre enfant, si vous voulez le faire grimper dans le continuum de la motivation, l'important c'est d'instaurer une relation de coopération avec lui. D'instaurer un dialogue où tout le monde peut s'exprimer sans se sentir jugé, que ce soit lui ou vous. Vous, quand vous lui dites que vous aimeriez qu'il travaille plus, et lui, quand il vous fait part de ses difficultés à se mettre au travail. Parce qu'il faut bien s'en rendre compte, ça. Votre enfant, si il suffisait de se mettre au travail, il le ferait, mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? C'est ça qu'il faut trouver. Le continuum sur lequel on se base depuis la première vidéo avait été proposé en fait par Ryan et Deci, et c'est un continuum de l'autonomie, d'accord? Donc plus votre enfant sera autonome, plus il va gravir les échelons de la motivation. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Vos dialogues vont servir alors de catalyseur à sa motivation, et pas de contrôle. C'est à vous de montrer qu'il travaille pour lui, et pas pour vous, qu'il fait des efforts pour son projet professionnel, que ça répond à des valeurs de croissance qui sont importantes dans notre vie. Et surtout, comme on l'a vu lors de la première vidéo, la motivation extrinsèque la plus élevée est la motivation extrinsèque qui est liée à nos valeurs. Donc faire un travail sur les valeurs, c'est primordial. Et le meilleur moyen pour véritablement inculquer des valeurs, c'est de vivre par l'exemple. Il ne suffit pas juste de dire « travailler c'est bien, lire c'est bien » si nous-mêmes on ne le fait pas. C'est à vous de montrer par l'exemple. Malheureusement, il n'existe pas de raccourci pour ce genre de relation. Ça met des semaines, voire des mois à instaurer ce genre de relation de confiance qui va vous permettre de retrouver, de faire renaître la motivation chez votre enfant. Après l'autonomie et le besoin d'autodétermination comme aspect essentiel de la motivation, on va s'intéresser à un nouvel aspect et on va appeler ça le sentiment d'efficacité personnelle. Ce concept a été abordé par Albert Bandura dans les années 80 à l'université de Stanford et fait partie de sa grande théorie de la sociale cognitive qui a servi de base pour énormément de théories de la motivation et de l'autorégulation. Mais c'est quoi ce sentiment d'efficacité personnelle? Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est le ressenti que nos actions nous mènent vers nos objectifs. Et c'est en se basant sur ce principe que Bandura a fait une expérience en 1983 sur ses étudiants. Bandura a demandé à 3 groupes d'étudiants à s'entraîner à soulever des poids et à observer leur progression. Le premier groupe, qu'on va appeler le groupe objectif, est un groupe à qui on avait donné un objectif précis. Il devait essayer de tout le temps porter plus lourd à chaque séance. Le deuxième groupe, qu'on va appeler le groupe feedback, n'avait pas d'objectif, mais on leur faisait un retour sur les améliorations qu'ils avaient lors de chaque séance. C'est-à-dire que chaque séance, on leur disait « c'est bien, t'as fait 2 kilos en plus, 3 kilos en plus par rapport à la séance précédente ». Et après, il y a le groupe 3 qu'on va appeler objectif plus feedback. C'est-à-dire qu'à eux, ils avaient un objectif à atteindre et en plus, on leur faisait un retour à chaque séance. Et comme vous pouvez le voir dans le diagramme, c'est pas du tout la même. Le groupe 3 a une progression fulgurante alors que les autres ont une progression normale, voire nulle. Et essayons de lire ça dans le cadre de la théorie du sentiment d'efficacité personnelle de Bandura. Les élèves qui avaient juste un objectif, ils savaient ce qu'ils voulaient atteindre, mais ils ne savaient pas si les stratégies ou si leurs efforts portaient leurs fruits. Les élèves qui n'avaient qu'un feedback, ils n'avaient pas d'objectif à atteindre, donc à la rigueur, s'ils faisaient 1 kg en plus ou 2 kg en plus, c'était bien, et puis c'est tout. Alors que les élèves du groupe 3, qui avaient à la fois un objectif et un feedback, ils savaient où ils allaient, et surtout ils savaient à quelle vitesse et comment ils y allaient. Ils savaient si leurs efforts et leurs mécanismes portaient leurs fruits. Ils avaient un sentiment d'efficacité personnelle accru. Et en même temps, ça paraît naturel. Si vous avez un objectif mais que vous n'avez pas de retour, comment pouvez-vous savoir si ce que vous faites fonctionne?
Alors que si vous n'avez pas d'objectif mais des retours, ces retours ne servent pas vraiment à grand chose. La combinaison objectif plus retour, feedback, permet donc vraiment de pouvoir continuellement changer les stratégies, changer les systèmes que l'on met en place pour réussir à atteindre notre objectif. Alors, cette théorie n'est pas seulement utile pour les adeptes de la musculation. Vous pouvez vraiment utiliser ça aussi avec votre enfant. Comme on l'a vu, ce qui est important ici, c'est d'avoir un objectif. Parce que c'est cet objectif qui va nous permettre de pouvoir utiliser les bonnes stratégies, de pouvoir changer le cap quand il faut. Et donc c'est à vous de fixer les objectifs avec votre enfant. Il faut bien s'imaginer que s'il est au collège ou s'il est au lycée, il n'a pas forcément la maturité de exactement savoir quels sont ses objectifs. Au travers du dialogue, c'est à vous d'essayer de trouver les objectifs, de trouver les bons objectifs et surtout les objectifs qui fonctionnent et qui sont réalisables. Je pense que la tentation pour tous les parents, c'est de donner des objectifs de résultats. Si tu arrives à avoir 15, c'est bien, si tu arrives à avoir 17, c'est bien, si tu arrives à avoir la moyenne, tant mieux, etc. Le problème de mettre les notes comme objectif, c'est qu'elles dépendent de beaucoup trop de paramètres. Elles dépendent des lacunes que votre enfant peut déjà avoir, de l'humeur du prof, de la qualité du prof, de l'état de fatigue de votre enfant. Et se fixer un objectif qui dépend de tellement de paramètres, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que même si votre enfant il fait les efforts, c'est-à-dire il change vraiment son comportement dans le but d'atteindre cet objectif, mais qu'il n'arrive pas à atteindre cet objectif pour des raisons extérieures à lui-même, ça va le détruire. Ça va le détruire et ça risque de former une résignation. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire le lien entre les efforts qu'il fait et les résultats. Et donc, si on fournit des efforts et qu'on n'a pas de résultats, c'est instinctif. On arrête de faire des efforts. Mais alors, si on ne va pas mettre des objectifs au niveau des notes, sur quoi donc on va mettre ces objectifs? Si on va instaurer des buts de manière intelligente, ces buts doivent être mesurables. Ça ne sert à rien d'avoir des buts qui sont non mesurables, genre être meilleur à l'école. Parce que être meilleur à l'école, ça ne pourra jamais être atteint, vu que ce n'est pas mesurable. Il faut pouvoir savoir quand ce but a été atteint, rien que pour pouvoir apprécier ce moment-là. Un objectif mesurable et dont l'élève contrôle tous les paramètres, c'est le nombre d'heures de révision, le nombre d'heures de travail. À vous de discuter avec votre enfant et essayer de trouver un compromis. C'est-à-dire, ça pourrait être bien que tu arrives à bosser X heures tous les soirs, X heures toutes les semaines, réussir à faire tant et tant de sujets de révision pour le bac. Notez bien que je parle d'une discussion, parce que si c'est vous qui arrivez avec vos gros sabots et que vous imposez un nombre d'heures de travail, on est complètement à l'inverse du principe d'autodétermination qu'on a vu au début de la vidéo. Vous devez travailler votre capacité à écouter votre enfant, réussir à lui faire confiance, à faire des compromis pour lui et lui faire des compromis pour vous. Et avec ça en tête, vous devez pouvoir trouver certains objectifs à mettre en place. Attention, ces objectifs se doivent d'être réalisables. Pareil, si vous êtes ultra motivé et que lui d'un coup se retrouve ultra motivé et vous vous dites je vais travailler 5 heures tous les soirs, vous pouvez être sûr que ça ne va pas marcher. Et le problème c'est que si ça ne va pas marcher une fois, qu'est-ce qui se passe généralement? Après on abandonne complètement et on n'essaie plus de faire mieux. Donc essayez de commencer petit, essayez de vous dire ok tu te sens capable de faire 2 heures tous les soirs, alors on va commencer pendant 2 semaines à faire 1 heure tous les soirs. Et après construire sur la progression, construire sur les efforts. Et si augmenter le temps de travail ne suffit pas pour avoir les résultats escomptés, alors déjà généralement ça suffit quand même pour toujours avoir un minimum d'augmentation de résultats, et bien il sera temps alors de se poser la question, est-ce que les stratégies d'apprentissage mises en place sont les meilleures? Et c'est là qu'on va vivre les résultats non plus comme quelque chose de contrôlant, où les élèves vont juste se comparer, mais vraiment comme un feedback sur les méthodes d'apprentissage qu'il a. S'il n'a pas réussi à obtenir les bons résultats, quelles en sont les raisons? Parce qu'on sait qu'il fait les efforts pour travailler, alors peut-être que tout simplement, il n'a pas les bonnes stratégies pour apprendre. Vous possédez maintenant 2 tactiques pour moduler la motivation de votre enfant. Pouvoir l'aider à trouver l'énergie et la force nécessaires à fournir les efforts pour qu'il puisse réussir dans ses projets professionnels, scolaires et gagner en liberté. Mais toute tactique n'a que très peu de sens si elle n'est pas mise dans une vision stratégique plus large. N'essayez pas de tout mettre d'un coup, c'est la meilleure solution pour se cramer et pour ne pas réussir à le faire. La première action que vous pouvez mettre en place directement après cette vidéo, c'est d'avoir une conversation sur la motivation avec votre enfant. Que vous le jugez à motivé ou que vous le jugez moyennement motivé, voire même très motivé, avoir la capacité de pouvoir gérer sa motivation toute sa vie est une compétence primordiale. Essayez de lui faire comprendre quels sont les mécanismes de la motivation. Essayez de lui faire comprendre qu'est-ce qui compose cette motivation. Vous pouvez casser son point de vue fixiste. Arrêtez de croire que si on n'est pas motivé un jour, on ne sera jamais motivé. Vous pouvez briser son sentiment de culpabilité. Le nombre de fois on se sent coupable parce qu'on n'est pas motivé et on voit autour de nous plein de gens qui sont motivés à faire plein de trucs. C'est à vous de construire une vision positive de sa motivation et à l'aider à la faire renaître ou à la faire grandir.
Si cette vidéo vous a plu et que vous a été utile, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'envoyer directement à quelqu'un pour qui vous savez qu'elle va aussi être utile. Et si vous voulez me suivre au travers de mes autres vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne.